si on se réveillait aujourd'hui dans une autre commune après Abobo la semaine dernière, c'est une nouvelle semaine qui commence. C'est une autre étape dans Matin Bonheur et nous sommes ici à Koumassi. Bonjour et bienvenue dans Matin Bonheur vous réveille. Bonjour à Alix au studio, bonjour à toute l'équipe. Eh bien aujourd'hui, nous allons savoir comment est-ce que cette belle commune se réveille. À tout de suite. Eh oui, bonjour à vous, chers téléspectateurs, et bien sûr à Angeval du côté de Koumassi, qui nous permettra aujourd'hui de pouvoir découvrir tout ce qui s'y fait les matins, surtout aux aurores. Et donc nous sommes aujourd'hui lundi, le soleil s'est levé, le jour en tout cas est apparu. Cela nous donne l'occasion de pouvoir marcher dans les sillons que trace cette lumière apparaissante dès le matin comme ça, et nous donner l'opportunité de pouvoir encore partager d'autres choses. Tout de suite, on va au Grand Carrefour où sillonner d'autres quartiers de la belle commune de Koumassi, retrouver Thierry Angeval qui vous réveille de ce côté-là. Nous sommes toujours à Koumassi et oui, nous avons ouvert les portes de Koumassi aujourd'hui dans Matin Bonheur vous réveille. Et nous sommes vous connaissez cet endroit bien sûr, nous sommes à l'entrée de Koumassi. On n'ira pas bien loin, on va juste s'intéresser à des dames qui sont ici à l'entrée de Koumassi et qui permettent comme ça aux gens de se nourrir, de bien se nourrir le matin. On a été très étonnés de voir des mets qu'on n'a peut-être pas dégustés depuis bien longtemps. Et oui, apprécier bien sûr ce que nous allons présenter ici. Dans nos différents quartiers, on appelle cela les tratras. Je pense que c'est un peu ça. Et on va s'intéresser à cette dame. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Oui, bien, par la grâce de Dieu. C'est madame? C'est madame Bosson Monique. Madame Bosson Monique. Alors, moi j'ai été très attiré par ça parce que ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas goûté ça. Franchement, ça fait vraiment longtemps. Alors, ce sont les tratras, c'est ça? C'est ça. Ouais. C'est ça, le bon vieux temps, les tratras. Ouais. En français, on dira tatine. En africain, on dit tratra dans nos outils. Ouais. Vous êtes là depuis quelle heure? Nous sommes là depuis 5 heures du matin. Depuis 5 heures du matin. Dans tous les cas, nous, on sait qu'on est venu vous trouver là, en train de vous préparer et tout. Juste un petit coucou, juste un petit mot pour Matin Bonheur vous réveille, qui réveille aujourd'hui la commune de Koumassi. Je vais d'abord dire merci à la RTI qui m'interroge. Je vais dire merci à Dieu qui nous donne la force de venir ce matin. Ouais. Okay. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, c'est un peu ça. On se balade un peu avec ces dames-là qui sont juste à l'entrée de Koumassi. Nous sommes avec une autre qui s'intéresse bien à son client ce matin. C'est ça, Matin Bonheur vous réveille. Nous débarquons comme ça dans la ville, dans les quartiers, dans les communes, pour savoir comment les gens se réveillent et quelle est l'affluence qu'on a déjà très tôt le matin. Nous sommes avec une autre dame. Rapidement, elle termine avec son client et puis on est avec elle, quoi. Voilà. Bonjour madame. Bonjour le frère. C'est madame? C'est Anima Mazan Rosine. Vous allez bien? Ça va par la grâce. Vous êtes grâce. là depuis quelle heure? Depuis 3h, bon je vais 3h30 à 4h00, je suis là. Ah bon, hein? Oui. Est-ce que vous vendez c'est quoi? Beignets, bouillis, coco baka, bara maïs, et puis galette avec sucré et poisson. Oui. En tout cas, bonne chance. Merci et beaucoup. puis bonne continuation. Merci à vous. Merci. Voilà, c'est un peu ça. Je pense qu'on va bien se régaler avant de quitter ici. Alors, nous sommes toujours à Koumassi et vous savez, déjà le matin, il y a une activité très importante pour des jeunes, pour des femmes, enfin pour tout le monde, parce que c'est la vente de vêtements. Et oui, même très tôt le matin, on a des clients. Et moi, je suis ici avec des amis, voilà. Bonjour, 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 bonjour. Vous allez bien? Mais venez, 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 venez. Vous allez... Non? Oui, c'est monsieur Razak. Razak. Ok. Alors Razak, on voit bien ce qu'il y a. Hein. Ce sont des vêtements, ce sont des habits pour femmes. Essentiellement pour femmes. Hein. Oui, essentiellement pour femmes. Ok. Question. Pourquoi très tôt le matin, on a déjà ces vêtements qui sont installés et tout? Pourquoi très tôt le matin? Et pourquoi pas vers 9h, 10h, 11h et tout en journée? Ouais, parce que dans la commune, ici, à partir de 9h, 10h, on ne peut pas placer. Parce que si tu places, c'est déjà trop tôt. Et puis les gens passent et le maire peut passer aussi. Donc ça va faire une fausse image. Donc c'est pour ça qu'on veille. Donc on est là jusqu'à matin, plus tard 8h. Donc on ramasse et puis chacun rentre à la maison. Okay. Alors, vous venez ici à quelle heure? Le matin, on est là à partir de 5h30. 5h. Ouais.
Et ça va, ça marche, les gens viennent et tout. Ouais, un temps, il y a les clients, quand on gagne souvent ça, on arrive à faire ce qu'on peut pour rentrer, pour mettre quelque chose dans le ventre et puis aller prendre encore de marchandises pour revenir le soir. Ok, ce qu'on va faire, on va donner un message à toutes les populations qui regardent en ce moment. Razak est un jeune qui se bat, voilà, à travers ce que nous voyons ici, parce qu'il se lève très tôt le matin pour faire plaisir aux jeunes dames qui aiment bien se vêtir. Alors, quel message on peut donner à la jeunesse? Quel message on peut donner à toutes les personnes qui suivent Matin Bonheur en ce moment? Le message que moi je peux dire à mes jeunes frères, que quoi, faut se battre pour se chercher, il ne faut pas attendre d'abord les parents, il ne faut pas aller voler, mais attendre quelqu'un en cas vienne te donner. Faut te concentrer à ce que tu fais. Parce qu'en sortant le matin, Dieu est toujours veille sur toi. Et puis tu peux arriver à trouver ce que tu vas manger et ce que pour nourrir ta famille. C'est très important. Dans la jeunesse d'aujourd'hui, ne comptez pas sur quelqu'un, comptez sur vous-même. Okay. Et la foi de Dieu, et puis les choses iront mieux. Merci Razak. Bon, on est ensemble. Allez, nous on reste toujours à Koumassi, voilà. On va encore découvrir Koumassi. On va encore savoir comment Koumassi se réveille ce matin. Vous avez vu à l'instant, on a eu à interviewer des dames qui se lèvent très tôt le matin pour vendre de la nourriture. Razak, mon cher et tendre ami, qui est avec nous aussi ce matin, lui, ce sont des vêtements. Eh bien, la commune bouge déjà très tôt le matin. On va rendre l'antenne à Alix au studio et on revient. On sera à l'intérieur de Koumassi. À tout de suite. Et on vous retrouvera dans quelques instants avec grand plaisir en compagnie des populations vaillantes de la commune de Koumassi. Alors lui, il est là pour son premier passage de la semaine. Aujourd'hui, donc lundi, ce sera en compagnie toujours de Renaud Kobia que nous décortiquons les informations papier. Revue de presse. Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Et cette revue de presse, bien évidemment, fera le passage en revue de toutes les activités dans le cadre des obsèques du défunt Premier ministre, M. Ahmed Bakayoko. On commence donc avec ces obsèques-là et la cérémonie du 7e jour notamment qui a eu lieu hier. Oui, sacrifice, bénédiction, invocation pour accompagner le défunt ont été les temps forts de cette cérémonie qui a eu pour cadre la mairie d'Abobo. La famille du Premier ministre, selon Fraternité Matin, a profité de ce moment pour exprimer sa reconnaissance au chef de l'État. Et toujours au cours de cette cérémonie, c'est toute la République qui était présente. Oui, au cours de cette cérémonie à laquelle a participé le couple présidentiel, le Premier ministre par intérim Patrick Hachi, les plus hautes autorités étatiques et des milliers de personnes de tous horizons, des pluies de bénédictions, des prières et des dons en nature ont été faits aux nécessiteux, conformément à la tradition musulmane pour le défunt Premier ministre. À cette occasion, le président de la République et son épouse ont réitéré leurs condoléances à la grande famille Bakayoko, selon le quotidien Le Matin. Et on y reste encore dans cette cour de la mairie d'Abobo où le livre de l'islam, le Saint-Coran, a été intégralement lu pour le défunt. Tout à fait. Au cours de la cérémonie qui s'est tenue à la mairie d'Abobo, dont il était le premier magistrat, les 114 sourates du Coran ont été lus en intégralité par les imams qui ont aussi fait des invocations d'intercession auprès du Tout-Puissant pour obtenir sa clémence et la rémission des péchés du Premier ministre, selon le Nouveau Réveil, inhumé le 19 mars à Séguéla. Ahmed Bakayoko, on se le rappelle, a eu droit à un hommage national le 17 mars, au cours duquel il a été élevé à la dignité de Grand Croix dans l'ordre national. Et toujours au cours de cette célébration, le Premier ministre a reçu les honneurs qu'il méritait. C'est ce qu'indique l'intelligent d'Abidjan. Selon le confrère, la mobilisation extraordinaire qu'il y a eu durant ces obsèques et les nombreux dons enregistrés pendant la cérémonie d'hier à la mairie d'Abobo sont à la dimension de la générosité et de la bonté qui caractérisait le Premier ministre. L'intelligent d'Abidjan fait le point des différents temps forts qui ont marqué les obsèques du chef du gouvernement à Séguéla et dans certaines villes du pays. Et le journal qu'il aura fondé ici, Le Patriote, exprime sa gratitude à tous ceux qui ont pris part. Merci à tous. C'est avec ces mots que le confrère remercie tous ceux qui, d'une quelconque façon, ont pris part aux obsèques du Premier ministre, de l'arrivée de sa dépouille en passant par les hommages, l'inhumation et la cérémonie du 7e jour qui s'est tenue hier. Le Patriote dit toute sa gratitude aux nombreuses personnalités et anonymes qui ont honoré son fondateur. Cohésion autour du chef de l'État après le décès du Premier ministre. Un militant du RHDP envoie un message au cadre du parti.
Après le deuil national de 8 jours décrété en raison du décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, les activités gouvernementales reprennent ce lundi. Et à cette occasion, un militant du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix indique au cadre de son parti qu'avec les disparitions des premiers ministres Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko, il est plus qu'impérieux de resserrer les liens autour du chef de l'État, Alassane Ouattara. Et cette autre information, après les affaires de l'ex-président Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse Blé Goudé, un nouveau dossier ivoirien à la CPI. C'est ce que révèle l'Inter. Selon le confrère, cette affaire est relative à une plainte déposée en 2016 devant la Cour pénale internationale par une organisation de la société civile concernant des crimes commis à l'ouest de la Côte d'Ivoire pendant la crise post-électorale de 2010-2011. Plus de précisions dans le quotidien qui va au-delà de l'info. Et lutte contre la criminalité maritime, la Marine nationale lance des exercices dans le golfe de Guinée. Oui, initiée par les États du golfe de Guinée en partenariat avec les États-Unis, cette opération dénommée au Bangame Express 2021 portera sur différents thèmes qui touchent à la sécurité maritime. Le lancement officiel de cette opération a eu lieu ce vendredi 19 mars à la base navale d'Abidjan à Lokodjro, dans la commune de Tekoubé. Selon l'état-major de la Marine nationale qui est cité par Fraternité Matin, ces exercices ont pour objectif d'améliorer la coopération régionale et le partage d'informations dans le golfe de Guinée et également de renforcer les capacités collectives des pays de cette aire maritime dans la lutte contre les fléaux qui la gangrènent, tels que notamment la piraterie maritime et le trafic de drogue. Et pour contrôler les comptes électriques, l'ANARE donne des indications aux populations. Oui, c'est dans un post sur sa page Facebook que l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité explique aux abonnés ce qui est permis et ce qui ne l'est pas en matière de contrôle des compteurs d'électricité. Selon l'ANARE, les contrôles de nuit sont interdits chez les utilisateurs domestiques, sauf autorisation expresse d'un juge. Et quant aux abonnés à usage professionnel, en basse comme en moyenne tension, tels que les hôtels, les bars ou les maquis, le contrôle peut se faire à tout moment. Plus de précisions dans Soir Info. Et le paiement des droits d'auteur, les artistes passent à la caisse. Oui, depuis le jeudi 18 mars 2021, le Bureau ivoirien du droit d'auteur Burida a ouvert une session de paiement des droits d'auteur. Ces répartitions concernent les droits de répartition mécanique, les droits relatifs aux call ringback tones et ceux relatifs aux séances occasionnelles d'octobre, novembre et décembre 2020. La liste des bénéficiaires de cette opération est disponible sur le site internet du Burida. Et selon la direction de la Maison des artistes, les paiements des droits aux bénéficiaires seront exclusivement faits par virement bancaire ou par mobile money. Et la justice dans le monde culturel avec cet emprisonnement pour faux et usage de faux de l'artiste l'unique. Oui, la sentence est tombée. L'artiste Zouglou va passer les 2 prochains mois dans les liens de la détention. Écroué depuis le lundi 15 mars 2021, l'auteur du titre Abidjan est risqué a été présenté devant un juge d'instruction qui l'a condamné à 2 mois de prison ferme. Il est reproché à l'artiste d'avoir fait du faux sur un passeport français avec lequel il tentait de rejoindre la France depuis l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Merci infiniment, Renaud, pour toutes ces informations à nous partager pour ce matin. Bonne journée à vous et puis on se revoit demain. À demain. Et voilà, de retour après ces quelques mouvements à faire, on reprend tout doucement le programme de cette saison avec ces informations aujourd'hui que nous voulons partager avec vous. Nous sommes donc le lundi 22 mars 2021, c'est le 81e jour de l'année et donc il nous en reste encore 284 à parcourir avant le 31 décembre qui va arriver. Nous sommes à la 12e semaine, il faut bien compter et puis planifier, programmer, organiser son année. C'est seulement le premier trimestre qui est en train d'échoir là, donc il faut vraiment bien s'organiser. Alors, on part pour notre prénom à célébrer pour le nom calendaire aujourd'hui. C'est Léa qui sera célébrée aujourd'hui, lundi 22 mars, inscrit au calendrier qui peut aussi inspirer des naissances en ce même jour-là. Alors, pour la petite balade à l'international, ce sera Madagascar qui va nous accueillir pour des noms de filles et de garçons. Aujourd'hui, on a comme prénom de fille Soa, qui veut dire belle, tout simplement, magnifique. Et garçon, on a Fanilo, qui veut dire, qui signifie celui qui éclaire. Il faut en avoir de la lumière dans son cœur pour pouvoir le transmettre aux uns et aux autres. On a une journée
journée mondiale, celle-là très très importante, c'est la journée mondiale de la source de la vie, l'eau, bien évidemment, adoptée le 22 décembre 1992 par l'Assemblée générale des Nations Unies. La journée mondiale de l'eau est célébrée tous les 22 mars de chaque année. Elle a pour objectif de faire connaître au public l'importance de la mise en valeur des ressources en eau et qui contribue au développement économique et au bien-être social, bien évidemment. Et encore, hélas, on a quelques disparités sur la planète. Tout le monde n'a pas facilement accès à l'eau, donc les personnes qui en auraient la chance, il faut savoir l'entretenir, car voilà, elle est source de vie, et si on la gaspille, cela pourrait être catastrophique pour l'humanité. Alors, on a un proverbe pour nous inspirer en ce jour, et je cite: « Une petite colline te fait arriver à une grande ». Voilà, il faut, comme pour dire qu'il faut aller tout doucement, mais avoir une vision et un but à atteindre pour pouvoir être épanoui et satisfait. On commence tout doucement, mais il faut rêver grand. Alors, nous, on va prendre encore la route pour retrouver Thierry Angeval, qui se trouve dans la chic commune de Koumassi. Nous sommes entrés dans Koumassi, on n'est pas allé bien loin, nous sommes juste à Koumassi, Sikoji. Et dans ce quartier, déjà, les gens se lèvent très tôt le matin. On se lève, certes, pour vaquer aux différentes occupations, on se lève justement parce que tout simplement, on a envie de se lever tôt pour prendre son café ou quoi que ce soit. Mais on se lève aussi très tôt pour pouvoir manger. Et oui, on a découvert une dame dans ce quartier qui fait de la bonne nourriture, vous savez que j'aime bien manger, alors venez avec nous tout simplement pour découvrir cette dame qui est avec nous aujourd'hui. Vous allez savoir, elle fait du plakali. Ils sont nombreux comme ça à manger le plakali le matin. Vous savez que c'est l'un des plats phares de la Côte d'Ivoire. On est avec elle ce matin. Bonjour maman. Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est madame? C'est Micheline Yao. Nous sommes avec madame Micheline Yao qui essaie tant bien que mal de nourrir les populations de Koumassi, Sikoji. Maman, bon, avant qu'on ne mange, on est venu ici à quelle heure? Très tôt le matin. Très tôt le matin, on vient ici et puis on prépare pour... Les gens viennent beaucoup ici pour manger le matin? C'est que je suis client que Dieu a me donné, il me donne. C'est que ça finit quand il fait. Justement. On finit à quelle heure? Au plus tard, 10h, 11h, c'est déjà fini. 10h, 11h, c'est déjà fini. Oui. Donc on a du plakali, on a de la sauce copé. Oui. Avec sauce graine, gros dedans, viande, avec main, tout. Tout, un peu de tout dedans. Oui. Okay. Avant de continuer avec madame Micheline Yao, on a déjà les clients qui sont là. On part avec eux et on revient juste avec la dame. Les gars, je peux me mettre à côté? On pousse un peu. Ils sont du quartier, ils ne sont pas aussi du quartier, mais bon, c'est tous les jeunes et toutes les personnes, certes de la Sikoji, mais aussi des quartiers environnants qui viennent ici pour se nourrir le matin. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Le nom? Voilà, moi c'est Ivan. Ivan, ok. Oui. Ivan, ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors, Ivan disait tout à l'heure qu'il est artiste. Ok, on va peut-être parler de ça. Mais Ivan habite le quartier? Bon, non, je ne suis pas du quartier, mais je suis à Fanny. Oui, ok. Oui, j'ai fait mon bar juste à côté. Juste à côté, voilà. Ici à la Sikoji. Oui. Donc on imagine que quand on ferme le bar le matin, on vient manger. Voilà, okay. On vient manger plakali chez la vieille mère, oui. Ok. C'est comme ça tous les jours ou bien il y a des jours spécifiques? Bon, il y a des jours, voilà. Il y a des jours, ok. Alors qu'est-ce qu'on aime dans le plakali le matin? Qu'est-ce qu'on aime dedans? Bon, le plakali, vraiment, oui, c'est très bon. C'est ça qui fait que tu chantes bien, Ivan. Voilà. Tu es sûr? Oui. Ah bon? Voilà, ça lave bien la gorge. Voilà, parce que quand tu manges le garba, voilà, tu ne peux pas bien chanter. Voilà. Attention, hein, les vendeurs de garba vont se fâcher. Hein? Bon, ça c'est la vérité. Ouais. Voilà. Tous les artistes connaissent ça. Oui, le plakali c'est mieux. Voilà. Ok. Mais après, quand on finit de manger le plakali comme ça, la suite de la journée c'est quoi, Ivan? Bon, la suite, bon, comme chaque nuit, je veille. Ouais. Voilà, je finis de manger mon plakali, je rentre et je me lave et je dors. Ouais. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. À côté d'Ivan, on a
On a à l'état civil Morrison Edoukou Bena, alias DJ Morrison. Toujours avec Ivan dans le même lieu. Oui, c'est un groupe, on nous appelle les Destiny DJ. Alors, nous, on va vous laisser manger. Hein? Faut pas qu'on coupe votre appétit. On vous laisse manger et on poursuit. Allez, on termine ici au Placalidrome chez maman Micheline Yao à Koumassi, Sikoji, avec cette belle petite surprise. Maman Micheline, on va te laisser servir rapidement. Ok, maman Micheline, voici le cadeau que la RTI te donne ce matin pour te dire merci pour ce que tu fais pour les populations de Koumassi, te dire merci pour cette manière de nourrir les personnes le matin. Vous êtes une brave dame, vous vous levez très tôt le matin et nous, eh bien, Matin Bonheur vous réveille en envie ce matin de vous honorer, de vous dire merci. Je dis merci aussi à la RTI d'avoir pitié de nous, de ce que vous donner des cadeaux. Je vous dis non, on veut vous faire plaisir, on veut vous faire plaisir. Donc je vous dis merci. Okay. On dit merci aussi à Dieu parce que sans Dieu, je n'allais pas avoir la force de me réveiller le matin pour vendre. Donc je vous dis merci. Nous terminons ici à Koumassi Sikoji avec cette brave dame. On se retrouve au studio, Alix. Voilà, c'était cette belle ambiance. C'est vrai qu'on est très tôt le matin, mais vous voyez, c'est magnifique dans ce quartier et les gens se lèvent tôt pour pouvoir voir le jour se lever, tout simplement évacuer aux occupations. Merci beaucoup. Et oui, merci également à Thierry Angeval qui parcourt comme ça plusieurs communes. La semaine dernière, c'était Abobo avec son émoi. Aujourd'hui, c'est Koumassi qui renaît tout doucement. Et puis, c'est sûr qu'avec le passage du pont HKB, vous regagnerez dans quelques instants la station de la Maison de la Télévision ici à Cocody. Là, pour l'heure, nous allons recevoir Monsieur Paul Arnaud Égou. Nous avons parlé de voirie et lui, il est là pour nous aider à être très en sécurité sur nos voies dans Inforoute. Bonjour Monsieur Paul Arnaud Égou. Bonjour Alice. Bienvenue. Merci beaucoup. Bon début de semaine et cela démarre avec nous bien évidemment. On parle aujourd'hui de l'obligation d'entretien de son véhicule. Et à cela, il y a un article que je cite ici. Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Aucune restriction ou gêne notamment à ses possibilités de mouvement et à son champ de vision ne doit entraver les dites manœuvres en raison du nombre ou de la position des passagers, des objets transportés ou de la position d'objets non transportés sur les vitres. Et donc, c'est le décret numéro 2016-864 portant réglementation des voies ouvertes à la circulation publique. Qu'est-ce à dire pour le commentaire de décryptage ? Vous avez lu là une des dispositions fondamentales du Code de la route. C'est l'obligation pour le conducteur d'avoir la maîtrise de son outil de travail, en quelque sorte, de son véhicule. Et cette obligation de maîtrise-là lui impose de connaître parfaitement sa voiture, l'outil mécanique qu'il utilise, et surtout de pouvoir installer commodément les passagers, les choses, les objets qu'il met à l'intérieur de sa voiture pour ne pas gêner ses manœuvres. Et pour ne pas gêner ses manœuvres aussi, il doit pouvoir entretenir de façon, j'allais dire, tout à fait conformément à la législation, conformément à la loi que vous avez lue, il doit pouvoir entretenir sa voiture régulièrement. D'accord. On est là sur le sujet de l'entretien. Vous avez dit quelque chose qui est très important, à savoir comment bien ranger ça et là les choses dans son véhicule pour pas que ça gêne. Pourtant, tout de suite, ce qui nous vient à l'esprit, c'est tout ce qui se passe sur les routes avec des embarquements assez cocasses d'objets dans les véhicules qui obstruent véritablement même la vision. Donc, c'est des infractions, c'est des délits. Tout à fait vrai. Au-delà de l'objet même qu'on va mettre dans la voiture, on va constater qu'il y a beaucoup d'appositions sur les vitres. On va voir des dessins qu'on fait sur les vitres, ou soit, bon, des fois, magnifier quelques personnalités du pays, mais très souvent, c'est fait au mépris de la réglementation de la sécurité routière. On va apposer aussi des transparents pour... Là où on cherche à contrer l'effet de soleil, on va apposer des larges bandes noircies de transparents, et tous ces éléments-là, bien évidemment, sont interdits, je vous le dis ainsi, parce que ça aggrave un peu les conditions de circulation.
Et on va y revenir. Et les passagers qu'on va installer, les surcharges des passagers, oui. non seulement pour la sécurité des passagers, mais tout ce qui va être lié à empêcher le conducteur de pouvoir exécuter ses manœuvres sont interdits, sont réglementés, interdits par le code de la route. Et vous allez nous donner dans quelques instants les amendes ou autres sanctions qui sont apposées. Alors, savoir entretenir son véhicule, est-ce qu'une obligation légale en tant que telle? On va dire oui, même s'il faut nuancer un peu le propos, vous l'avez lu tout à l'heure. On dit tout conducteur a cette obligation-là de pouvoir exercer commodément ses manœuvres. Donc on va dire oui, sauf qu'on n'attend pas de nous d'être des experts automobiles, d'être des mécaniciens aguerris, mais il y a une série de vérifications internes, vérifications externes qu'on est censé savoir faire, on est censé savoir identifier, on est censé savoir comment réagir lorsque ces événements vont se produire. Et je le dis parce que ces vérifications-là sont censées être enseignées à l'auto-école pour pouvoir entretenir sa voiture, pour pouvoir comprendre comment sa voiture fonctionne. Il y a des préliminaires, des éléments de base mécanique que tout conducteur doit connaître. Et c'est à partir de cela que l'obligation légale pèse sur chaque conducteur, chaque automobiliste, de pouvoir entretenir correctement sa voiture. Alors, vous avez bien illustré au travers d'un terme bien précis, censé savoir, donc même au conditionnel. Est-ce que, de votre point de vue, vous pensez que tout le monde est à même de pouvoir faire les vérifications d'idoine pour son véhicule et l'entretien qui y découle? Je vais encore dire un principe, oui, comme on le dit dans l'adage, qui va le loin ménage sa monture. Donc, votre voiture, votre monture, vous devez savoir... Bon, la monture, encore, elle était là, et puis bon, il faut juste la peigner, la laver encore, et puis la chevaucher. Déjà, commencer par la laver, c'est le début de l'entretien, parce qu'en lavant votre voiture, vous allez découvrir quelques dysfonctionnements, quelques défaillances. Donc, il faut déjà prendre soin de ne pas laisser la voiture entre les mains du laveur, mais de savoir comment il lave. Ça commence par là, ça commence par ménager sa monture. Donc, tout le monde doit pouvoir comprendre ces éléments d'entretien obligatoires là. Et comme je le dis, tout le monde, parce que, je le répète, c'est en principe enseigné à l'auto-école. C'est des vérifications simples. Et c'est des contrôles visuels qu'on demande à tout le monde. Quand votre face s'allume pas, vous devez savoir que votre face s'allume pas. Donc pour savoir que votre face s'allume, il faut vraiment s'intéresser à ce que les phares vont s'allumer. Quand vous tenez le volant, que vous sentez qu'il y a un jeu, vous devez savoir que ce n'est pas normal. Donc tout le monde, sur ce principe-là, tout le monde est censé connaître les règles de base de l'entretien mécanique. Et puis, bien évidemment, tout le monde doit connaître par cœur, j'allais dire, les indicateurs lumineux qui vont s'allumer. Quand un indicateur s'allume et qu'en fonction de la couleur, vous devez savoir interpréter et prendre la résolution qu'il faut. Quand si le tableau de bord, votre indicateur de témoin d'huile de moteur s'allume, vous devez tout de suite comprendre ce que ça veut dire et prendre les initiatives qu'il faut en ce sens. Dans ce sens-là qu'on dit que tout le monde, tout automobiliste est censé connaître ces éléments d'entretien obligatoires. C'est clair qu'à l'usage, finalement, les propriétés, les conducteurs commencent à connaître de plus en plus leur véhicule, même au bruit du moteur qui résonne. Mais aujourd'hui, quels sont les entretiens les plus courants sur lesquels on doit vraiment porter une attention accrue? D'accord. Comme j'ai dit, on ne veut pas qu'on soit des mécaniciens aguerris, mais il y a des éléments qui sont des éléments qui se détectent au simple contrôle visuel. C'est ces éléments-là qui pèsent sur les automobilistes. Au regard visuel, vous devez savoir qu'est-ce qui ne va pas dans la voiture. Et ce regard visuel-là, il se fait soit tous les jours, avant de démarrer le véhicule. Le contrôle qu'on fait de façon, je l'ai dit, instinctive, c'est est-ce que la pression des pneus est adéquate, est-ce que les vitres sont assez propres, est-ce que les conditions d'aération dans la voiture sont suffisantes. Donc, c'est des éléments de contrôle visuel. Donc, pour mieux connaître ces éléments d'entretien courant, là, il faut peut-être s'habituer à la périodicité de ces éléments-là. Donc, avant de prendre la voiture, quel est le réflexe que j'ai? Et quand j'ai roulé pendant une certaine période ou une certaine distance, quel est le réflexe que j'ai? Et au fur et à mesure, on va s'habituer. Par exemple, tous les 1000 km, vous allez constater que tous les 1000 km, il y a des obligations de vérification. Vérifier les niveaux d'huile, vérifier les niveaux de fluide, vérifier les niveaux d'éclairage. C'est des éléments courants. Et tous les 10 000 km, on est habitué à ça. On va peut-être penser à faire la vidange. Mais en ce moment, ça va coïncider aussi avec le changement de certains filtres, de certains éléments. Donc, en fonction du type de voiture, en fonction de votre rythme de conduite et en fonction des indicateurs qui ont été donnés par le constructeur du véhicule, il y a des entretiens courants qu'il faut garder en mémoire et les faire en tenant compte de la périodicité, en tenant compte de notre capacité. Et bien évidemment, une fois par an, avant de faire le contrôle technique, il y a une révision générale qu'on va faire en rapport avec notre mécanicien, en rapport avec un expert, pour mieux comprendre. Ça va nous permettre d'anticiper les prochaines défaillances.
Donc ça, il n'y a pas de logique en tant que telle, mais il y a quand même une habitude qu'on prend en fonction de l'entretien, en fonction du véhicule qu'on a. Alors finalement, l'habitude qui devient une seconde nature nous emmène à une vérification, vous direz, quotidienne qu'il faut avoir, ou comment vous situerez la périodicité pour pouvoir entretenir son véhicule? Il y a une habitude qu'on ne prend pas beaucoup chez nous, parce que bon, on a peut-être préféré conduire que de s'occuper de la voiture. Quand le constructeur vous vend une voiture neuve, il vous met la notice du véhicule. Il vous met aussi un carnet d'entretien dans le véhicule pour vous dire voici les périodicités. Et donc, en fonction du constructeur, en fonction de la voiture, vous devez savoir qu'il y a des périodicités à surveiller. Malheureusement, comme je l'ai dit, on a tous jeté, on a tous perdu ces notices, donc on est obligé de le faire au pif. Ah bon, Dieu merci qu'ils sont dans la boîte à gants parce que c'est leur place. Mais quand il y est, il faut surveiller. Donc, à ce moment donné, là, il va falloir faire des activités préalables à la panne. Donc, il faut vraiment surveiller ces éléments-là. Au quotidien, il faut surveiller, comme je le disais tout à l'heure, les niveaux d'huile. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas comment apprécier ces niveaux de fluide. Et quand on ne peut pas, il faut recourir à un expert pour le faire. Quand on envoie sa voiture à la vidange, il faut surveiller de près. Il faut peut-être demander à ce moment-là que l'expert puisse faire d'autres vérifications et vous expliquer clairement quels sont les risques encourus. Il a l'obligation de vous expliquer clairement et en fonction de ça, vous déciderez. Il y a vraiment une planification qui est propre à chaque voiture, qui est propre à chaque pratique de conduite. Le transporteur routier, le taximan, il va surexploiter sa voiture, donc son obligation d'entretien va être beaucoup plus accrue, beaucoup plus récurrente que l'automobiliste classique. Alors, dans cette attitude quotidienne qu'on pratique, quelle est finalement la place ou les points d'ancrage entre la réparation et l'entretien? En fait, il n'y a pas vraiment de différence. La réparation, c'est une forme d'entretien. Sauf qu'on a un état d'esprit, on a des préjugés en croyant que l'entretien concerne les véhicules neufs et puis la réparation, c'est pour les voitures assez usées. Ce n'est pas vrai. Je pense même que les voitures vieilles, les vieilles voitures ont beaucoup plus besoin d'entretien que les véhicules neufs. C'est peut-être ma façon de le dire, mais la réparation va impliquer aussi l'intervention d'un expert qui a une obligation de résultat. Quand vous donnez votre voiture à un mécanicien pour identifier une panne et réparer cette panne, c'est-à-dire la mettre en état de marche, il a une obligation de résultat. Le mécanicien est censé trouver la panne que vous lui avez indiquée et la réparer correctement. D'ailleurs, il doit être assuré au cas où sa réparation n'est pas bien faite. Donc, c'est sur quoi on va insister légalement en parlant de réparation, c'est-à-dire l'obligation de l'expert de pouvoir faire un entretien conformément à la législation. Mais à part ça, l'entretien et la réparation, c'est quasiment le même modèle de travail. Ici, sous nos yeux, et même partout ailleurs, l'un des secteurs les plus bouillonnants, c'est celui du transport. Parlant d'entretien de véhicules, finalement, dans un système de transport commercial où on a un propriétaire, où on a un conducteur, à qui finalement incombe cet entretien-là? Oui, la question est suffisamment délicate puisque le premier responsable de l'infraction d'entretien va être le conducteur qui a osé mettre en circulation, on va le dire ainsi, un véhicule qui n'est pas conforme à la réglementation puisque l'entretien vise à mettre la voiture en parfait état de marche et en conformité avec la réglementation. Donc c'est lui qui va être au premier loge de l'infraction, donc c'est lui qui va supporter la responsabilité du défaut, on va dire ça comme ça, d'entretien obligatoire. Mais il faut nuancer aussi là-dessus parce qu'il va peser sur le propriétaire cette obligation. En fait, c'est le propriétaire qui a l'obligation de mettre sa voiture en conformité. Donc, le transporteur dont vous avez pris l'exemple, il est dans une relation de préposé. Il exécute les ordres de quelqu'un. Donc, lui, il a l'habitude d'utiliser la voiture. Donc, il a une obligation de signaler les besoins d'entretien de la voiture et de l'imposer à son propriétaire. Et même parfois, de pouvoir le réparer. La plupart des conducteurs dans les transports, ils peuvent réparer puis signaler la réparation au propriétaire du véhicule qui ne va pas leur en tenir rigueur. Mais dans certains cas, lorsqu'il y a un préposé, qu'il y a un commettant, le préposé, il est entièrement responsable. Le commettant, il va être sanctionné parce qu'il n'a pas été négligent. On a parlé de transporteur, mais c'est la même relation qui va exister entre un travailleur qui utilise un véhicule de service et son employeur. Le travailleur, il a l'obligation de surveiller l'entretien légal, enfin l'entretien obligatoire, et de le reporter à l'employeur qui va prendre toutes les dispositions pour mettre la voiture en parfait état de marche et en conformité de la loi. Et quand il ne le ferait pas, chacun va apprécier, chacun sera sanctionné par rapport à ce que la loi prévoit.
Très bien. En tout cas, il n'y aura pas une sanction, on va dire, intrinsèque à un des protagonistes, mais on aura plutôt une sanction partagée. Non, on a pratiquement la même sanction, mais c'est plutôt le niveau de responsabilité qui va être partagé. Voilà. Est-ce que je roule avec des véhicules, je roule avec des pneus usagés, je vais être arrêté, je vais commettre une infraction là. La voiture va être mise en fourrière, je vais payer l'amende parce que j'ai commis la contravention. Maintenant, quand l'accident ou l'incident va se produire, celui qui avait l'obligation principale de mettre la voiture en état de marche va être le préposé, enfin le commettant, pardon. Et c'est celui-là qui va assumer toutes les responsabilités derrière. Donc moi, je me retourner contre lui pour lui dire « Ah, moi, je t'avais dit que mes roues n'étaient pas de bon état. Tu n'as pas pris les dispositions pour les changer. Tu m'as même contraint à rouler parce que je suis un simple conducteur. Tu supportes. » D'accord, mais dans cet état de fait et finalement dans cet échange entre employés et employeurs, comment faire la preuve qu'on a remonté l'information qui n'a pas finalement été exécutée? C'est un secteur un peu informel, hein, pour ainsi dire. C'est vrai qu'il est réglementé à certains niveaux, mais dans d'autres cas, c'est de gré à gré. Je prends mon neveu, je prends une connaissance, mais ce n'est pas couché sur papier qu'il y a un contrat qui nous lie véritablement en tant que tel. Bon, le contrat, il n'est pas forcément écrit, il peut être verbal, donc dans la mesure où... Ah, la bonne foi, la bonne foi. Exactement, la bonne foi. Mais je vais dire, dans la mesure où il sait qu'il m'a remis la voiture pour un travail, il est censé savoir qu'il m'a mis en contrat, comme je veux le dire. Donc là, au-delà de la bonne foi, il y a le respect de ses engagements qu'on prend, qu'il soit écrit ou verbal. Mais la question pour comprendre, c'est plutôt savoir comment identifier que le véhicule est bien entretenu. Parce que si le conducteur n'a pas cette expérience, s'il n'a pas fait l'effort de respecter, enfin de comprendre cette obligation d'entretien, il va passer devant plein de défauts qu'il ne pourra pas signaler. Ça va peut-être mettre l'employeur, ça va peut-être mettre le commettant mal à l'aise par rapport à la réalisation. Parce qu'il savait que la voiture a signalé, par exemple, sur le tableau des bords, des indicateurs signalés, il les a vus, il les a ignorés, ou bien n'a pas compris le sens. Il n'a pas permis au propriétaire de jouer son rôle de mise en conformité de ce véhicule. Bien évidemment, il va contribuer. Moi, je vais lui dire, ah, tu n'as pas été vigilant. Je n'ai même pas besoin de mettre ça par écrit. Tu es censé connaître, comme je l'ai dit depuis le début, tu es censé savoir que quand ça signale, il y a un problème, voici les dispositions à prendre. Soit tu les prends, soit tu m'invites à les prendre. Donc, ce jeu-là, il est important dans la relation entre le conducteur et le propriétaire du véhicule. Et ce jeu-là, il n'a pas besoin d'être écrit. Puisque quand tu as ton permis de conduire, tu attestes que tu connais l'entretien obligatoire minimaliste quand même du véhicule. Et cela nous emmène à la réflexion que nous avons eue, je crois, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, sur le recyclage. Parce que c'est vrai que vous nous dites que quand on sort normalement de l'école de conduite, on a ces aptitudes-là en tant que telles. C'est vrai qu'il ne faut pas sectariser les choses, mais le plus souvent, ces activités d'entretien sont remarquées chez les hommes et pas forcément chez les femmes. Tout à fait. Peut-être parce que les femmes ont cru que c'est un métier d'homme. Je pense que ce n'est pas le cas. Non, on ne sait pas faire. Je vais le dire. C'est-à-dire que autant les femmes ont développé ce réflexe d'avoir dans leur sac à main des éléments pour s'entretenir au quotidien. Elles doivent pouvoir avoir dans leur véhicule des éléments pour entretenir leur voiture. C'est pareil. Je pense que les femmes ont beaucoup d'expertise en la matière. Comme j'ai dit la dernière fois, lorsqu'on parlait de le 8 mars, de la journée de la femme, les femmes sont beaucoup précautionneuses. Donc c'est une attitude assez profitable à l'entretien de la voiture. Elles sont assez précautionneuses. Dès qu'elle va sentir qu'il y a un petit cloche, elle va soit arrêter le véhicule et chercher à comprendre. La difficulté, c'est qu'elle ne va pas vouloir aller jusqu'à l'entretien, la réparation, mais au moins, elle sait que ça ne va pas et elle confie à un expert. Ça, c'est un élément à mettre en avant. Les hommes sont plus audacieux, ils vont se dire « Ah, ça peut rouler, ça peut essayer, on va essayer de voir jusqu'à ce que ça s'aggrave ». Il faut rappeler que dès qu'une voiture signale une anomalie, le véhicule t'invite à l'entretenir. C'est comme je dis, tu vas le long mener sa moto. Imaginez, on dit vous avez 400 chevaux, imaginez que vous avez vraiment 400 chevaux et dont l'un est malade. La réaction que vous devez avoir, ce n'est pas essaie, c'est de dire ah ok, voilà, pour éviter que ça s'aggrave, voici les dispositions qu'il faut prendre. Et en la matière, les femmes sont mieux placées parce qu'elles vont réagir comme il faut réagir. Elle va arrêter le véhicule, elle va chercher à comprendre. Sauf qu'elle va se limiter à là, alors qu'elle peut aller plus loin. Il est possible pour une dame de changer une ampoule, il est possible pour une dame de changer un fusible, il est possible pour une dame de changer ses propres essuie-glaces, puisque ça s'enseigne aussi. Donc, ce n'est pas réservé à des hommes, c'est réservé à des femmes qui veulent vraiment mettre les voitures en conformité. Et pour toutes ces personnes, hommes comme femmes, qui ne seraient pas peut-être très, très aguerries quant à la pratique de l'entretien, on a ici des structures qui aident. Et pour l'utilisation quotidienne, on peut y aller tous les matins comme ça, le faire dans un rituel. Exactement. Beaucoup de stations-service offrent ce service-là.
beaucoup de stations-service sont capables d'apprendre à n'importe quel conducteur à identifier. Je pense que c'est des prestations qui devaient être généralisées. Certaines fois, quand vous arrivez, ils vous disent « Ah, on peut faire une vérification. Vous déplacez la voiture, le mettez de côté. Pendant qu'il fait la vérification, il est censé vous expliquer les étapes de la vérification pour que vous puissiez développer votre expertise. Enfin, je ne parle de votre expertise parce qu'il ne va pas vous la montrer son savoir-faire. Pour que vous développez au moins cette culture d'entretien. Cette culture d'entretien, il faut savoir à quel moment il faut changer les filtres, comment remplacer ça. Et là, vous êtes présent, vous suivez. Ça dure généralement une quinzaine de minutes. Donc, avec certains experts dans nos stations-service, vous pouvez déjà avoir une culture d'entretien obligatoire pour ceux qui veulent se recycler, comme vous avez dit, ceux qui ont perdu. Mais l'idée, c'est de dire, OK, ce matin, je prends ma voiture, j'ai parcouru 200-300 km, je l'ai garée. Le lendemain matin, quand je récupère ma voiture, est-ce que la voiture est en état de marche? Est-ce qu'elle est... Même en état de marche, je préfère aussi qu'on dise, est-ce qu'elle est conforme à la réglementation? La loi dit qu'il faut peut-être 3 rétroviseurs, votre rétroviseur est fendu. La loi dit qu'il faut que vous ayez suffisamment d'éléments de visibilité, votre vitrail est fendu, on n'a pas besoin de rouler avec ça, on n'a même pas besoin de vous rappeler, parce que ça va quelque part fausser votre visibilité. Donc chaque fois que vous avez l'impression que la voiture qu'on vous a remise quand elle était neuve, mais la voiture quand elle est sortie du constructeur quand elle était neuve, n'est pas celle que vous allez rouler, il y a un réflexe d'entretien qu'il faut mettre en œuvre. Et ça, à tout moment, il faut le faire. Et puis, comme je l'ai dit, il faut revenir sur les contrôles routiers. Il faut vraiment écouter sa voiture. J'ai roulé 10 000 km, je me dis, il y a quelque chose qui va se gâter forcément. Et je commence à rechercher, je commence à être attentif. Et ça, c'est permis à tout conducteur de le faire. Alors c'est très important, hein. Vous avez parlé de l'achat depuis l'obtention du véhicule quand il est neuf, Dieu merci. C'est vrai qu'il y a des véhicules d'occasion qui permettent à plusieurs personnes de pouvoir être mobiles. À cet instant-là, quand on fait la différenciation entre l'âge du véhicule, c'est qu'il faut vraiment être plus alerte en fonction de l'âge. Exactement. Plus la voiture prend de l'âge, plus il faut être alerte. Dans l'entretien, je me dis que la voiture, c'est un peu comme un jeu de Lego, un jeu de construction. Si on vous signale une défaillance, l'idéal serait de remplacer la pièce que de la retoucher, que de la remodeler. Puisque des fois, quand vous remplacez la pièce, vous prolongez la durée de vie de la pièce et de la voiture en conséquence. Donc, il faut développer ce réflexe de chercher à trouver la pièce d'origine ou la pièce qui s'adapte le mieux à la panne, à l'entretien à faire, que de vouloir la modeler, l'adapter, comme on le fait très souvent chez nous. Et plus la voiture est âgée, plus elle a besoin qu'on remplace ces pièces plutôt qu'on les remplace plutôt qu'on les répare au quotidien avec des marteaux, des coups de marteau. Le bricolage n'est pas indiqué exactement. C'est le mot que je cherchais, éviter de bricoler les vieilles voitures. Merci infiniment, Monsieur Paul Ardo. Beaucoup, et pour toutes ces indications quant à l'entretien quotidien du véhicule pour pouvoir tout ceci se mettre en sécurité. Alors, le temps de vous dire au revoir, on reçoit en même temps Thierry Angeval qui a réussi à regagner la station depuis la belle commune de Koumassi où il était et où plein de choses se sont passées. C'est vrai que nous, on n'a pas peut-être tout vu, le temps de revenir, mais ça s'est bien passé apparemment. Super bien. Tu es très rayonnante ce matin. Hein. Je te regardais sur l'application RTI. Bonjour, vous allez bien? Bonjour Thierry, ça va très bien. Bon voyage. Merci beaucoup. Vraiment bon voyage. Ça s'est bien passé en tout cas à Koumassi. On salue toutes les populations de Koumassi, ces dames qui ont été très gentilles, surtout ces jeunes de Koumassi Sikoji qui ne m'ont pas facilité la tâche, mais c'était quand même de bonne guerre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut tout livrer? Avec les caméras et tout. Moi, je veux parler, moi, je veux parler, j'ai beaucoup de choses à dire et tout. Enfin, si on doit vous laisser dire des choses... On a une autre alternative. Regardez tout simplement la matinale et puis pourquoi pas participer à nos rubriques, notamment celles qui vous donnent l'occasion de vous exprimer dans la rubrique WhatsApp. Et voilà, de retour donc, on va poursuivre cette émission. On reçoit maintenant Monsieur Abigui Nogues. Oui. Vous allez bien? Bonjour. Bonjour Monsieur Abi. Bonjour Thierry. Alors avec vous, on va parler investissement donc, et surtout ce mot qui est très souvent revenu dans nos échanges, c'était sur le risque. Aujourd'hui, on va parler en long et en large du risque. Ce sera juste après ceci. Merci à la capitaine de la régie, Massanger Koné et son équipe en haut qui nous ont emmené le générique pour asseoir les échanges sur voilà, les risques financiers associés à tout investissement. Monsieur Nogues, bonjour à nouveau.
Alors, c'est vrai que pour toute opération d'investissement, il faut prendre des mesures pour pouvoir se prémunir de tout risque. Mais il n'y a pas de risque zéro qui existe sur ces terres, hélas. Et vous allez ici nous donner quelques risques que l'on peut rencontrer et puis comment on réussit à les contourner. D'accord. Alors, avant tout, je voudrais d'abord donner une définition du risque financier. Tout à fait. De manière générale, lorsqu'on parle de risque financier, on parle de la probabilité de perdre de l'argent à l'occasion, j'allais dire, d'une opération financière ou d'une opération économique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les investissements que vous réalisez sont assujettis à un risque. Donc, il n'y a pas d'investissement à risque zéro, comme vous l'avez dit. Et donc, il faut savoir quels sont donc les risques auxquels vous allez vous exposer quand vous entamez donc une opération d'investissement. Et il faut donc essayer de comprendre ces risques-là afin donc de mieux les appréhender lorsque vous êtes en face notamment de ces éléments. Alors, pourquoi est-il nécessaire de connaître ces risques-là pour un investisseur? Plus de détails, plus de compréhension. Alors, vous savez, quand vous décidez de réaliser une opération d'investissement, vous êtes dans le marché et ce qui se présente à vous, ce sont donc les éléments, j'allais dire, sujets donc à risque qui sont liés à cette forme d'investissement. Quel que soit l'investissement que vous faites, que ce soit sur le marché boursier, sur le marché immobilier ou même dans le secteur informel, vous achetez 2-3 choses pour pouvoir donc revendre, vous êtes toujours assujetti à un risque. Par exemple, le risque le plus, j'allais dire, qui va vraiment s'imposer à vous, c'est le risque, j'allais dire, de perte de pouvoir d'achat, donc le risque de l'inflation. Lorsque vous décidez, par exemple, d'acheter quelque chose et que vous engagez donc cette opération-là. Si, entre-temps, les conditions économiques changent et que vous êtes dans une phase, par exemple, de récession, votre pouvoir d'achat va donc se trouver donc réduit. Vous voyez? Donc, par rapport donc à cela, il va sans dire que si vous décidez en ce moment-là de revendre ce que vous avez acheté, vous allez donc évidemment le vendre à perte. Alors, dans cet état de fait, il y a plusieurs risques qui sont laissés à l'appréciation, sinon à la stupeur des investisseurs. On peut les libeller et puis essayer de comprendre leurs mécanismes pour pouvoir vraiment se prémunir de ces risques-là au maximum. D'accord. Alors, vous savez, sur le marché financier, par exemple, le risque le plus courant, c'est d'abord le risque de sélection. Vous savez, on a dit que quand vous devez donc investir sur le marché financier, on doit d'abord définir votre profil d'investisseur. Ensuite, vous devez donc affirmer vraiment votre aversion donc pour le risque. Et ensuite, vous arrêtez vos objectifs financiers. Et par rapport donc à tout cela, vous déterminez un champ d'investissement. Lorsque ce champ d'investissement donc est déterminé, vous êtes appelé maintenant à procéder notamment à une sélection donc des titres qui vont composer votre portefeuille d'investissement. À ce niveau-là, vous êtes assujetti à ce qu'on appelle un risque de sélection. Pourquoi? Parce que si vous choisissez des valeurs qui ne sont pas donc les bonnes, parce que même si vous avez déterminé votre champ d'investissement et que vous choisissez les valeurs qui ne sont pas donc les bonnes et qui ne correspondent pas réellement aux critères que vous avez arrêtés et que vous affectez ces valeurs à votre portefeuille d'investissement, vous êtes assujetti donc à un risque de sélection. Au final, qu'est-ce qui va se passer? Votre portefeuille d'investissement, ne sera pas aussi performant que vous l'aurez souhaité. Voyez? Et donc, l'erreur vient d'où? L'erreur vient de la sélection que vous avez procédée donc en amont, notamment dans le choix donc des titres. Vous avez donc à côté de cela aussi ce que j'appelle donc le risque de liquidité. Le risque de liquidité, c'est quoi? C'est que quand vous décidez, par exemple, vous détenez donc un portefeuille d'investissement, et là aussi ça s'applique même dans le domaine immobilier, vous décidez donc un actif financier, vous décidez de vendre cet actif financier. Il se trouve qu'en face, il n'y a pas de contrepartie. Vous voyez, donc vous gardez l'actif financier le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'il y ait donc une contrepartie, alors que vous avez un besoin immédiat que vous voulez combler. Donc vous êtes confronté donc à ce risque de liquidité. Il y a plusieurs d'autres risques. Vous avez parlé de risque de sélection, le risque de liquidité. C'est vrai que quand on a l'argent, on se dit à quel moment je vais investir et on essaie quand même de trouver le bon moment. Là, on parle de risque de temps. Pouvez-vous nous en dire plus là-dessus? Oui, vous savez, le risque de temps, donc le risque de moment opportun, c'est un risque qui vous amène à prendre une décision à un moment donné par rapport donc, aux conditions du marché. Vous savez, les conditions du marché changent, varient, j'allais dire, au fil du temps. Donc, lorsqu'il y a des opportunités sur le marché, il faut savoir réellement à quel moment saisir ces opportunités. Je vous donne un exemple simple. Allons-y. Aujourd'hui, nous voyons un peu tout ce qui se passe, notamment avec le vaccin, notamment pour la COVID. Si vous décidez d'investir dans le secteur donc, pharmaceutique,
Il va falloir le faire maintenant, au moment où les recherches sont poussées, au moment où il y a un intérêt vraiment pour je vais dire, la mise en place, notamment de tous les différents... Voilà, il y a une opportunité de marché qui est là. Vous devez donc saisir cette opportunité de marché. Mais si vous attendez peut-être dans 1 an ou dans 2 ans et que vous décidez d'investir en ce moment-là, vous allez investir donc à perte. Certainement, à ce moment-là précis, le marché aura déjà donc, j'allais dire, consommé, permettez-moi l'expression, tous les bénéfices donc impartis donc à ce secteur-là, et vous arriverez beaucoup plus tard sur notamment cette opportunité-là. Donc, vous voyez, donc, vous avez donc le marché maintenant qui joue contre vous. Ce secteur n'est plus donc attractif. Ce secteur, il n'est plus opportun d'investir dans ce secteur. Et vous vous retrouvez là avec un actif financier qui touche ce secteur. Mais donc, dans ce cas typique et dans l'exemple que vous venez de nous donner, c'est sûr que la Covid a exacerbé les potentialités de pouvoir faire beaucoup plus de profit quand on investit dans ce secteur-là. Mais on prie de pouvoir s'en sortir de cette pandémie-là. Du coup, quelqu'un qui voudrait investir juste après, qui n'a pas saisi l'opportunité, c'est fort clos, il ne faut plus y aller pour investir dans la recherche ou quoi que ce soit? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais vous n'allez pas avoir, j'allais dire, le même retour sur investissement. Voyez? Parce que quand les investisseurs décident, notamment les investisseurs institutionnels, décident d'aller sur un marché, il y a une analyse qui est faite avant pour voir les potentialités donc, de ce secteur d'activité ou de ce marché qui s'offre à eux. Et lorsqu'ils apprécient notamment les potentialités de ce secteur et qu'ils se rendent bien compte que ce secteur-là va dégager donc, des retours sur investissement très intéressants ou donc des profits très intéressants, ils commencent donc à y investir. Vous voyez, ils commencent donc à s'intéresser à ce secteur. Mais je l'ai dit ici même sur ce plateau, lorsque les particuliers, donc les petits porteurs, arrivent sur le marché, c'est déjà trop tard. Parce qu'ils reçoivent l'information pratiquement à la fin de la maturité donc, du cycle. C'est pour cela qu'on dit, il y a un adage qui dit sur le marché financier, lorsqu'un groupe de petits porteurs arrive sur le marché, il est temps pour vous, en tant que professionnel, de sortir du marché. Parce qu'ils viennent notamment un peu, j'allais dire trop tard. C'est discriminatoire un peu. Finalement, ça nous permet de rebondir sur le risque d'information. Oui, le risque d'information, effectivement, c'est quelque chose, j'allais dire, de très important. Et je vous l'ai dit, l'information, vous récupérez l'information auprès de votre conseiller. Voyez, ou si vous suivez l'actualité financière, vous pouvez percevoir l'information qui est donnée donc, à travers cette actualité financière et qui va vous amener en ce moment-là à prendre une décision d'investissement. Nous allons vers l'information. Il faut aller vers l'information. Car c'est le pouvoir, finalement. Oui. Alors, c'est vrai que tout de suite, quand on a envie d'investir, on a peur de perdre ce qu'on va mettre dans cet investissement-là. Chaque fois que vous parlez avec nous, vous parlez de risques et tout. Oui. Bon, ce n'est pas effrayant, ce sont les réalités du marché. Quelles pourraient être les actions de protection que nous pourrons avoir, même si je considère ce que vous avez dit comme une action de protection déjà? Oui, vous savez... se prémunir contre le risque, j'allais dire, se trouve notamment dans la diversification de votre portefeuille d'investissement ou dans la diversification des actifs qui constituent votre patrimoine. Quand vous avez fait cela, vous commencez vraiment réellement à vous prémunir contre le risque. Mais si vous ne le faites pas, vous vous exposez notamment à tous les risques du marché. Vous vous exposez donc, je prends par exemple le cas du secteur immobilier. Oui. Si vous n'arrivez pas comment dirais-je, à diversifier votre portefeuille immobilier et que vous restez par exemple pendant notamment sur le secteur donc, de la location, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes assujetti au risque de solvabilité notamment de vos locataires. Si un locataire ne peut pas payer donc son loyer, et vous, alors que vous êtes endetté, par exemple, pour construire donc ce bien-là, et vous comptez sur la location, normalement, ce que vous allez retirer donc des locataires pour faire face à vos engagements financiers vis-à-vis de la banque, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez très bien que vous êtes assujetti donc en ce moment-là, non seulement au risque de solvabilité de locataire, mais également au risque de l'endettement que vous avez pris vis-à-vis de la banque. Donc, pour se prémunir réellement contre tout cela, il faut vraiment aller dans la diversification. Alors, c'est très important et au titre des risques, on en a encore à énumérer, on va y revenir. Mais vous avez parlé tantôt d'une aversion au risque en fonction de son portefeuille d'État. Finalement, comment il s'évalue pour un investisseur ou un autre? C'est à sa capacité de ténacité, à sa combativité ou qu'est-ce qu'il faut? Il y a d'autres agrégats? D'accord. Il faut savoir que lorsque vous êtes sur un marché financier ou même sur un marché de manière globale, vous êtes assujetti à tous les types de risques. Et ce qui va vous permettre d'atténuer donc les risques auxquels vous êtes appelé donc à faire face,
c'est le principe de la diversification. Il faut bien qu'on soit très clair là-dessus. Une fois que vous diversifiez donc votre portefeuille, vous atténuez notamment les risques qui sont liés à votre portefeuille dans le temps. Oui. Et cela vous permet donc de pouvoir donc rebondir lorsqu'il y a une forte volatilité sur le marché. Cela vous permet donc de prendre une décision donc importante pour notamment réajuster votre portefeuille d'investissement au moment donc opportun. Cela vous permet vraiment de revenir sur votre portefeuille d'investissement. Mais si vous ne le faites pas, c'est le marché en ce moment qui vous dicte sa loi et c'est le marché en ce moment qui vous impose ces contraintes et qui vous amène donc notamment à rentrer dans une période, excusez-moi l'expression, une période où vous allez commencer à perdre du pouvoir d'achat, commencer à perdre de l'argent parce que vous n'aurez pas su en amont réagir par rapport donc aux différents risques qui sont liés à votre portefeuille d'investissement. Alors, nous sommes toujours en train de décortiquer les différents risques d'investissement. Le risque de rappel? Le risque de rappel, c'est un risque justement qui se pose à tous les investisseurs, notamment dans les produits obligataires. Quand vous achetez notamment une obligation, si l'émetteur a réalisé, par exemple, de bons résultats, il se rend compte qu'il réalise de bons résultats, notamment dans son cycle économique, qu'est-ce qui va se passer? Il peut se permettre donc de rappeler notamment l'obligation qu'il a émise sur le marché à un moment donné, parce que ça c'est défini, c'est arrêté notamment donc dans les clauses entre l'émetteur et notamment donc les investisseurs. Il peut donc se permettre de rappeler donc, j'allais dire cette obligation-là. Et s'il rappelle cette obligation alors que vous avez une obligation à un taux très intéressant, il vous expose par là même à un autre risque, le risque de réinvestissement. Vous voyez, quand il rappelle l'obligation, il vous dit, monsieur, j'avais émis par exemple pour X millions de francs CFA mes obligations. Aujourd'hui, je suis dans une situation confortable, j'ai plus besoin donc de continuer à être endetté. Donc, je vais vous payer à la fois donc les intérêts courus à cette date et rembourser tout le capital. Ben vous, en tant qu'investisseur, qu'est-ce qui se passe? Vous vous retrouvez donc avec de la liquidité et qu'est-ce que vous faites? Il va falloir que vous réinvestissez. Donc vous allez encore repartir vers le marché, mais est-ce que pour autant le marché va vous offrir les mêmes conditions d'achat lorsque vous avez donc acheté ces titres-là au départ? Est-ce que vous aurez donc les mêmes conditions de départ pour pouvoir donc réinvestir sur le marché? Vous vous exposez en ce moment-là au risque de réinvestissement. Alors, c'est très important et dans le prolongement, on a par exemple plusieurs formes d'investissement. Vous avez parlé ici de titres, d'obligations. On a aussi des prêts qu'on peut prendre à la banque pour pouvoir réinvestir dans un autre secteur. Et généralement, ces prêts-là sont octroyés à taux d'intérêt remboursable, ça et là. Quand on se retrouve dans le cas, est-ce que dans le cas typique, les intérêts peuvent être spéculatifs et migrer vers la hausse? Non. Vous savez, au niveau des banques, lorsqu'une banque vous accorde un prêt, le taux d'intérêt est fixé pendant la durée. Qu'importe les conjonctures et autres agrégats extérieurs. Qu'importe les conjonctures. Très bien. À moins qu'il y ait, j'allais dire, une forte récession et qui amène donc les autorités donc, bancaires, notamment donc, la Banque centrale et la Commission bancaire, à demander donc, aux banques de revoir un peu les conditions, donc, notamment d'emprunt. Et en ce moment, les banques sont appelées donc, à revoir ces conditions d'emprunt et donc, notamment à s'ajuster à s'ajuster par rapport donc, à ces conditions d'emprunt. Mais sinon, lorsque le prêt est accordé, les taux d'intérêt restent fixes pendant toute la durée, donc, j'allais dire, du prêt. Alors, à vous entendre depuis quelques minutes, on sent aisément que tous ces risques-là sont liés. Tous ces risques sont liés. Oui. Tous ces risques sont liés. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire, par exemple, je vais donc m'affranchir d'un risque et puis rester exposé à un autre risque uniquement. Ce n'est pas possible. Tous ces risques sont liés. C'est pour cela que la réaction que vous devez avoir en tant qu'investisseur ou en tant qu'opérateur économique est une réaction, j'allais dire, d'ensemble. Vous voyez, quand vous entrez dans une opération financière ou dans une transaction donc immobilière, tout à l'heure on parlait donc du secteur de l'immobilier, on a parlé donc des risques de solvabilité, on a parlé donc de risques d'endettement. Il y a également le risque d'illiquidité. Si vous décidez de vendre ce bien immobilier que vous avez entre les mains, est-ce que vous aurez la contrepartie? J'allais dire, le jour où vous avez décidé donc de vendre ce bien, est-ce que vous aurez la contrepartie en face de vous? Vous voyez? Donc là, vous êtes exposé à quoi? À un risque de liquidité. Parce que la liquidité suppose que vous devez être en mesure donc, de transformer rapidement l'actif que vous avez entre les mains pour pouvoir détenir donc, de l'espèce et ensuite faire autre chose. Mais si vous n'arrivez pas donc, à le faire, vous êtes exposé donc, au risque notamment donc, d'illiquidité du marché. Comme vous le voyez encore une fois, oui. Tous ces risques sont vraiment liés. Alors, on va rester encore sur le cas typique de l'immobilier que vous venez de nous donner par rapport à la possession d'un bien immobilier qu'on souhaiterait vendre. Et dans ce cas-là,
Comment faire pour baliser au mieux sa vente pour ne pas être trop perdant dans l'affaire? Ce sont les conditions du marché qui vont déterminer si vous allez vendre ou pas, j'allais dire notamment donc, très rapidement. Voyez, si les conditions du marché vous sont favorables, vous sont favorables, alors il y a des opportunités donc, de vente. Vous allez avoir donc les acheteurs donc, en face et vous pourriez vendre, j'allais dire, votre bien le plus facilement donc, du monde. Mais si les conditions du marché ne sont pas favorables et que nous nous trouvons par exemple en forte période de récession, il va sans dire que vous aurez beaucoup moins d'acheteurs donc en face et donc évidemment votre bien va vous rester sous les mains pendant un bon moment. Alors, il va falloir, quand vous décidez donc de rentrer dans une opération comme ça, une opération de vente, de cession donc de titres, même un actif financier sur la bourse, il faut donc s'assurer que les conditions donc, du marché vous sont favorables avant donc de décider de vendre. Sinon, vous vous retrouvez donc confronté encore une fois au risque donc d'illiquidité. Alors, on vous a écouté, vous avez répondu à nos questions. Une question maintenant pour nos populations. Bien sûr, quels risques financiers prenons-nous quand on réalise un investissement? La parole est à vous. D'abord, le premier risque, c'est de perdre tous ces capitaux investis parce que déjà, on n'a pas bien fait l'analyse au préalable, c'est-à-dire la cible, les différents, comment on va dire ça, les différents investisseurs, le choix des produits, tout et tout ce qui va avec. Et bon, généralement, qu'est-ce qu'on a comme conséquence? Il y a l'endettement simple et puis il y a aussi le surendettement. Le surendettement qui arrive lorsqu'on répète plusieurs fois les mêmes erreurs sans avoir pris la peine de chercher à connaître les raisons pour lesquelles on les a commises, ces erreurs-là. Les risques d'un investissement financier, il y a d'abord les pertes. On peut mettre son argent pour investir et ensuite perdre tout. Et aussi, je pense qu'on doit pouvoir faire confiance ou connaître mieux les personnes avec qui on veut investir et on doit savoir où mettre son argent pour investir. Bon, pour moi j'envisage commencer un commerce de vente de chaussures. Voilà, de vente de chaussures. Donc les inconvénients, on m'a parlé un peu, on m'a dit qu'il y a des risques. Il y a des risques parce qu'il y a des gens qui peuvent prendre des crédits pour ne pas rembourser après, tout ça. Donc il faut commencer peut-être avec un peu. Et puis, au fur et à mesure, agrandir le commerce. Et voilà, plusieurs réactions ici dans cet élément de nos chers intervenants. Votre regard et votre commentaire sur ces différentes réactions? Écoutez, moi, je suis vraiment heureux de voir ce type de réaction parce que je me rends bien compte que la population ivoirienne apprécie et apprécie par exemple à sa juste valeur les risques qui sont associés notamment à tout investissement. Vous avez vu, vous avez fait passer, je crois, 3-4 personnes et ces 3-4 personnes ont donné tous la même définition donc, du risque. Donc, ça traduit simplement le fait que la population ivoirienne comprend très bien le principe du risque associé à tout investissement et que donc, par rapport donc, à cela, il va falloir faire beaucoup attention. Ce qui est ressorti de manière générale, c'est le risque de perte en capital. Et ça, c'est important. Parce que quand vous investissez, vous mettez donc du capital sur la table pour acheter donc un actif financier ou un actif immobilier, votre intention, ce n'est pas de perdre ce capital-là. Voyez, donc vous devez, notamment dans la gestion de votre patrimoine ou dans la gestion de votre portefeuille d'investissement, faire en sorte que vous ne perdez pas ce capital. Donc faire attention à toutes les actions donc, du marché et savoir donc saisir les opportunités quand elles se présenteront donc à vous, notamment pour consolider donc votre portefeuille d'investissement et puis savoir sortir au moment opportun par rapport donc au marché également. Vous avez parlé de perdre le capital, c'est ce qui pourrait arriver, c'est ce qui serait dramatique. Mais parmi tous ces risques que nous avons entendus, le plus préjudiciable? Alors, pour moi, le plus préjudiciable, c'est le risque de sélection. Parce que le risque de sélection, c'est un risque qui vous est qui vous handicape au début. Qui vous handicape au début. Et c'est ce risque-là qui va déterminer la performance de votre portefeuille d'investissement ou même la performance de votre bien immobilier. Le retour sur investissement de votre bien immobilier. À supposer que vous décidez donc d'investir dans l'immobilier, que vous allez dans un secteur donné qui n'est pas assez attractif, il va sans dire que, vous risquez d'avoir donc moins de locataires,
Deux, les locataires risquent de vous amener donc à revoir donc vos coûts locatifs donc à la baisse, alors que vous êtes endetté et vous avez donc des obligations vis-à-vis de la banque et vous êtes exposé donc à cela. Voyez, donc le risque de sélection est un risque tellement important qu'il va falloir qu'une fois que votre champ d'investissement est déterminé et que vous décidez donc de rentrer dans le marché, quel que soit donc le type de marché, faire attention notamment à la réaction du marché par rapport à l'actif que vous avez entre les mains. Alors, toujours dans le cadre du décryptage de ces risques-là, pour pouvoir mieux opérer ces investissements, vous nous avez donné des données notamment concernant la ruée d'un trop-plein d'investisseurs vers un secteur. Le décryptage réel, parce que je sais qu'il y a un petit secret là-dedans. Qu'est-ce qu'il est? Non, en fait, vous savez, le principe, il est tout simple. Hein. Les investisseurs institutionnels détenant donc des informations beaucoup plus en amont parce qu'au sein donc, de leurs équipes, il y a des analystes financiers qui font beaucoup donc, de recherche. Les suricates qui regardent... Non, non, pas du tout. Ils font de la recherche, ils discutent donc avec toutes les entreprises, donc, par exemple, des différents secteurs économiques. Ils essaient donc de comprendre ce que ces entreprises-là prévoient donc de faire dans les années donc, à venir. Et j'essaie donc d'apprécier notamment le type d'investissement qui est fait par ces entreprises. Et à partir de là, les analyses qui sont faites montrent un peu le positionnement de ces entreprises-là dans les années à venir. Et s'ils voient que ce positionnement-là est un positionnement positif parce que, bon, il y a un retour important en termes donc de chiffre d'affaires, donc de rentabilité, de résultats nets à la fin, ils se disent, vaut mieux saisir donc cette opportunité et investir par exemple dans cette entreprise donnée. Mais le petit porteur, il n'a pas cette information-là. Il n'a pas cette information, vous voyez. Et lorsque les investisseurs, notamment les institutionnels, se positionnent donc sur ce type d'opportunité, vous allez constater qu'à un moment donné, lorsque les dividendes commencent donc à être distribués, ils encaissent donc leurs dividendes, et ils apprécient ensuite, j'allais dire, la rentabilité donc à venir de l'entreprise. S'ils se rendent compte que c'est une rentabilité qui est en deçà donc de leurs espérances, ils commencent donc à sortir. Au moment où ils commencent à sortir, les petits porteurs voyant un peu un mouvement qui s'opère, par exemple, sur un titre donné, tout le monde se rue donc pour pouvoir donc aller sur ce titre-là. Mais là, les bénéfices ont déjà été consommés par les institutionnels. C'est pour cela qu'on dit, lorsque les petits porteurs arrivent sur un marché, il est temps vraiment de sortir sur ce marché-là. Comment donc rentrer dans le secret des dieux? C'est l'information toujours. Vous savez, je vous ai dit que même si vous n'avez pas de connaissances donc, en matière financière, vous avez la capacité de discuter avec les conseillers en investissement qui sont sur le marché. Et quand vous discutez avec eux, abordez vraiment tous les sujets. Par exemple, quel est le secteur, à leur avis, qui est le plus donc, rentable? Dans ce secteur, quel est le titre qui est le plus actif, etc., etc. Et vous, une fois que vous avez toutes ces informations, maintenant, vous devez apprécier l'information que vous est donnée par rapport à votre bon sens. Si on vous parle du secteur des télécoms, est-ce qu'effectivement ce secteur des télécoms, tel que je le perçois, moi, en tant qu'investisseur donc individuel, est-ce que c'est un secteur qui est porteur? Vous voyez? Et si j'ai la nette sensation, quand je regarde un peu le secteur de la téléphonie ici en Côte d'Ivoire, je vois un peu tous les mouvements qui sont opérés, je vois un peu tout le bruit qui est fait autour, je me dis, oula, attention, ça doit être un secteur qui est porteur, donc je vais y investir. Et en ce moment, vous pouvez donc investir en toute tranquillité. Ne pas se jeter dans l'investissement comme ça, il faut employer la prudence et consulter pas un médecin, un conseiller. Consulter un conseiller, approcher un conseiller pour bénéficier notamment de ses recommandations. Et tout à fait. Et cela, finalement, j'évoquais une discipline sportive. Comment, finalement, aiguiser soi-même son propre regard sur tout ce qui nous est proposé? Alors, vous savez, on va vous présenter un certain nombre d'opportunités. Le conseiller en investissement, lui, il vous présente un certain nombre d'opportunités et il fera attention de tenir compte notamment de votre aversion pour le risque, de votre profil d'investisseur. Et par rapport à ça, il vous propose un certain nombre d'opportunités. Et vous, quand vous avez tout cela, vous devez maintenant, en fonction de votre champ d'investissement que vous avez défini donc en amont, vous devez maintenant procéder à la sélection donc, des différents titres pour lesquels vous voulez avoir un appétit. Et en procédant à cette sélection, on revient encore, vous voyez, on revient encore à ce principe donc, de sélection. Vous devez donc faire attention, notamment pour ne pas vous tromper. Si vous avez deux titres dans un secteur donné qui performent, si vous hésitez entre les deux titres, vaut mieux acheter les deux titres. Vous voyez, vaut mieux acheter les deux titres. Vous voyez, si vous êtes dans le secteur, par exemple, des télécoms, et vous avez plusieurs sociétés dans le secteur des télécoms, et vous savez que le secteur de la téléphonie est un secteur donc, qui est très rentable. Il est en ce moment donc, opportun d'acheter tous les titres du secteur de la téléphonie.
En tout cas, merci beaucoup, M. Guy Abi-Nogues. Donc, voilà, vous avez eu toutes les informations sur, et bien sûr, les risques en matière, les risques financiers, en matière d'investissement. Vous devez être très regardant. Vous pouvez consulter, voir un conseiller en investissement. Pourquoi pas être au fait des informations, aller vers les informations pour comprendre bien ce milieu assez complexe, mais très passionnant à l'écoute bien de M. Guy Abi-Nogues. Eh bien, Alex, on a terminé cette émission. Tout à fait. Merci à vous. M. Abi, et puis à M. Paul Arnaud-Écou, nos deux experts pour les rubriques qui ont été décortiquées aujourd'hui. Merci à toutes les équipes et on se retrouvera demain mardi pour parler essentiellement de droit, mais pas que, avec d'autres informations aussi à vous partager. À demain. À demain. Bye bye.